Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde avec ces images publiées par le United States Central Command. Ce sont des images très cinématographiques, n'est-ce pas? Un Darkmat. De certaines parties des opérations qu'il mène, surtout au Moyen-Orient. Par terre, par air, en hélicoptère, en jet, même avec des blindés et des chars, on opère à différents endroits de cette région du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Eh bien, il est frappant de constater qu'une attaque a été menée contre le groupe radical, le groupe terroriste Al-Qaïda. Une opération qui a été lancée au Yémen et que les États-Unis assurent avoir permis d'éliminer au moins 5 membres de ce groupe. Voici les détails de ce que l'on sait en ce moment. Tout d'abord, sur la carte, nous voyons où se trouve le Yémen, un pays bien connu de la communauté qui nous accompagne habituellement. Ils savent parfaitement où se trouve le Yémen. Et dans cette région, nous savons que les Houthis opèrent. Tout à coup, on oublie qu'Al-Qaïda mène des opérations à différents endroits du Moyen-Orient, y compris une partie de l'Asie et une partie de l'Afrique. Donc, dans ces régions, on sait soudainement que ce groupe a mené des opérations. Les États-Unis ont mené une frappe aérienne, éliminant au moins 5 membres, selon des sources de sécurité yéménites. L'attaque a eu lieu dans le nord, à Qablar al-Marashka, une zone montagneuse connue comme un refuge pour les militants du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Voyons à quel point il est proche des Houthis ou à quel point il est proche du gouvernement constitutionnel. Curieusement, Al-Qaïda, ce groupe, a été lié à certains dirigeants au sein des sunnites. C'est-à-dire, nous allons entrer dans les détails dans un instant, mais permettez-moi d'abord de situer dans quelle partie cela se trouve. Regardez, ici ça m'indique une zone d'Arabie Saoudite, car il existe plusieurs zones portant ce nom. Qablar al-Marashka possède une zone ici et une autre au Yémen. Les mêmes qui opèrent dans cette zone d'Al-Qaïda, on le sait, ont des liens avec certains milliardaires qui vivent en Arabie Saoudite et dans certains pays pétroliers. C'est de là que leur viennent les financements. On les a toujours accusés d'avoir là-bas, certains réseaux cachés. Ces groupes radicaux, présents dans certaines zones, agissent comme des paramilitaires, n'est-ce pas? Qui soudainement leur génèrent leur guerre par procuration quand ils en ont besoin. Les sources locales n'ont pas encore identifié qui ils sont, nom et prénom. Disons, cela ne leur a pas encore été attribué. Cette information n'a pas été donnée, n'est-ce pas? Des résidents rapportent qu'une attaque américaine a visé ce groupe et qu'il aurait été éliminé, selon eux. Ce groupe est apparu en 2009 après la fusion des branches yéménites et saoudiennes d'Al-Qaïda. C'est ainsi qu'est né l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, un groupe d'Al-Qaïda propre à cette région. Il a été considéré par Washington comme l'une des factions les plus dangereuses de toute Al-Qaïda. Ce sont bien celles qui vivent dans ces montagnes du Yémen, non? Dans ces zones, selon les rapports, les Houthis ont également recommencé récemment à tirer sur des navires. Les attaques américano-britanniques contre le Yémen s'intensifient depuis l'an dernier, qui ont commencé à opérer contre les Houthis, et maintenant, ils attaquent un groupe d'Al-Qaïda. Pendant que nous allons voir les détails de ce qui se passe dans le monde, je voulais juste vous dire qu'il y a eu un retard à l'instant, une partie de l'équipement est tombée. Si l'équipement a été sauvé auparavant, honnêtement, celui-ci. Ce bureau monte et descend, si bien que parfois je suis debout, d'autres fois assis. Ça dépend, ça dépend du jour, non? Mais le fait qu'il monte et descende, nous devons faire très attention aux câbles, n'est-ce pas? Et donc, cette fois-ci, nous n'avons pas eu notre premier accident avec ce bureau. Un câble a tiré un autre, puis un autre, et la lumière et la caméra sont tombées. Heureusement, la caméra était bien tombée. Toute l'année, c'était un seul câble, mais ce câble, nous n'avons pas de rechange, c'est un câble de la caméra. À l'ordinateur, on a dû aller à... Maintenant, c'est le moment du but, mais on a dû aller à... Comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom de cet endroit où on va toujours, mais on y est allé. Comment ça s'appelle, ce nom? Estérène, on est allé à Estérène, oui, parce que, c'est là-bas, dans cet endroit, tout simplement. Là-bas, tu trouves ce genre de câbles, non?
Alors on est allé à cet estérène. Heureusement, on en a un près d'ici parce que cet estérène a moins d'1 an. Il n'y en avait pas, c'était écrit. Jusqu'à Monterrey, c'est-à-dire, on aurait mis environ 1 heure juste pour y aller et revenir. Voilà comment ça s'est passé, petit incident, désolé. On va à l'est. Il faut des pièces de rechange pour ce genre de choses. Passons à d'autres sujets, à d'autres affaires importantes, à ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un veut nous nuire. Ils assurent au Royaume-Uni qu'une enquête est en cours. Une possible implication de la Russie. Plusieurs attaques qui ont eu lieu contre le Premier ministre du Royaume-Uni. Imaginez de quoi nous parlons. D'après ce que l'on sait, ils ont attaqué contre 2 maisons de ce Starmer. Le Premier ministre, imaginez le Royaume-Uni, et aussi contre un véhicule de Keir Starmer. Des agents de sécurité. Ils visent 3 individus accusés de complot pour provoquer un incendie dans l'intention de mettre en danger la vie du Premier ministre. Imaginez-vous, fonctionnaire de la sécurité, un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps. Des incidents, des incendies visant des personnalités importantes en politique. Il y en a déjà eu un. D'un gouverneur, là-bas aux États-Unis, vous vous en souviendrez. Cette fois-ci, les détails, c'est que l'attaque comprenait 2 maisons dont l'une était une ancienne résidence de Starmer, une voiture, À l'ouest, cela s'est produit entre le 8 et le 12 mai de ce même mois. C'est-à-dire ces derniers temps, disons celle-ci. Il y a déjà 3 hommes arrêtés, selon ce que rapporte Roman Labriznovitch, Petro Polianok et un Roumain également appelé Stanislav Karpicius. Selon les accusés, ils avaient formé une conspiration pour tenter de mettre en danger la vie du propre Premier ministre. La police antiterroriste indique que les 3 auraient agi avec d'autres personnes inconnues, ouvrant la possibilité qu'il s'agisse d'un réseau international. Le Financial Times précise que si le complot a pris naissance en Russie, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ait été ordonné directement par le crime. Même si l'on pense que le complot vient de Russie, il pourrait à l'origine provenir d'un autre endroit. Toutes les possibilités sont envisagées. L'arrestation a eu lieu à différents endroits. L'un d'eux était Sydenham le 13 mai, un autre à l'aéroport de Luton le 17 mai et un autre le 19 mai. À Chelsea, différentes personnes ont été arrêtées à divers endroits. Une opération policière coordonnée, selon la police métropolitaine, a souligné que ces attaques sont directement liées à des personnalités de haut profil. En référence claire, il est donc précisé ce qui est arrivé ou ce qui a failli arriver au Premier ministre. Starmer a été critique envers Vladimir Poutine et l'a accusé de retarder le cessez-le-feu en Ukraine et de faire obstacle à la paix. Dans des déclarations récentes, Starmer a souligné « un seul pays a déclenché ce conflit » et précisé qu'une personne de ce pays l'a initié, visant Poutine. Les autorités britanniques débattent en ce moment même. Que se passe-t-il? Quelles ingérences observe-t-on actuellement et à quel niveau? Parce qu'ils s'approchent du Premier ministre, ils doivent déclencher les alertes au maximum. Cette affaire s'ajoute à plusieurs incidents récents en Europe et aux États-Unis. Des incidents liés à des sabotages attribués à des intérêts russes. Et c'est la partie qui rend l'OTAN encore plus nerveuse. Il y a 1 ou 2 jours, je vous parlais de ce réseau de piratage, de cyberattaques qui existait depuis des mois, voire des années, qui était en activité, dont on connaissait ou possédait des informations. En fait, les caméras actives observaient dans beaucoup de choses, même à l'intérieur. L'Ukraine. Ils connaissaient même le fonctionnement des feux de signalisation disposant de nombreuses informations en temps réel. Cela montre évidemment qu'il y a encore peu de sécurité dans les pays de l'OTAN, y compris, même si ce n'était pas un pays de l'OTAN, l'Ukraine aussi. On savait aussi qu'ils avaient donc peu des informations directes. Ils n'obtiennent pas d'informations directes seulement de 2 ou 3 pays. Voilà le problème avec la question du Royaume-Uni. Mais tout de suite, allons à ce qui se passe avec cette réponse de Donald Trump, de l'administration Trump face au mouvement stratégique que le Groenland a fait récemment. Groenland. Qu'est-ce que ça fait alors d'être sur le point d'être envahi par les États-Unis?
C'est angoissant de penser qu'ils pourraient essayer de le prendre par la force, parce que ce que les États-Unis ont dit, c'est qu'ils en ont absolument besoin. Ils ont besoin du Groenland pour leur stratégie géopolitique. Et évidemment, le Groenland ne veut pas être envahi par les États-Unis. Il est donc contrarié parce que maintenant, le Groenland a ouvert ses affaires avec l'Europe pour justement renforcer aussi sa sécurité. Ne pas être envahi par les États-Unis. C'est étrange à dire, mais c'est ce qui est arrivé. Les États-Unis réaffirment leur intention de renforcer leur alliance économique et sécuritaire avec le Groenland, selon ce qu'indique le Conseil de sécurité nationale. Le Conseil de sécurité nationale. Cette déclaration arrive juste après que le Groenland ait conclu un accord de 30 ans avec l'Europe concernant l'exportation de certains minéraux. Et d'autres accords sont à venir. Malgré la visite des délégations des États-Unis, le ministre des Ressources minérales du Groenland, Nayana Tassiel, a indiqué à Reuters que les États-Unis, selon lui, n'ont pas manifesté d'intérêt pour des investissements directs. Tout ce bruit n'a pas accru l'appétit pour l'investissement direct au Groenland. C'est comme pour dire, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup dit, mais il n'est pas clair qu'ils veuillent vraiment investir. Donc c'est aussi un peu comme une plainte. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe enfin en changeant de sujet. Les opposants vénézuéliens qui ont été secourus à l'ambassade d'Argentine à Caracas sont sortis aujourd'hui publiquement pour faire une déclaration. C'est par là. Sur YouTube, on peut voir les 5 dirigeants de l'opposition vénézuélienne appartenant à l'état-major de campagne avec Venezuela. Des collaborateurs, bien sûr, Maria Corina Machado. Ils parlent donc de toute l'expérience, de tout ce qui s'est passé. Si vous le pouvez, allez voir, parce que je pense que c'est important. Il y avait Pedro Urachurto, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González, Magali Meda. Oui. Eh bien, cette situation, que vit le pays, ce pays dernièrement, ça ne date pas d'années. Mais dernièrement, je fais référence à ce qui se passe maintenant, à cette persécution qui s'intensifie encore plus fortement contre l'opposition au Venezuela. Soyez attentifs, tout ce qu'ils disent est intéressant. Et si vous le pouvez, jetez-y un coup d'œil. En attendant, passons aussi à d'autres sujets qui ne s'arrêtent pas. Les manifestations au Panama, et maintenant, il y a une protestation qui s'amplifie encore plus. Cela, c'est à cause des arrestations contre les syndicalistes, ils s'en prennent aux syndicalistes. D'après ce que l'on sait, des milliers de personnes ont déjà manifesté hier au Panama, pour rejeter l'arrestation des syndicalistes qui ont donc organisé des protestations contre le gouvernement de José Raúl Molina. Donc, attention à ce sujet qui continue aussi de poser des problèmes, n'est-ce pas? Qui crée encore des situations complexes pour le Panama. Nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas? On verra comment ces sujets évoluent. Salut, comment vas-tu Marcella? Très bon après-midi, salutations à Edouard Aracera Perla, comment vas-tu? Très bonjour José Zaraté, quoi de neuf? Lily Hostile, cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu ici. Quel plaisir, comment vas-tu? Juan Carlos Marquez, Sol Garcia, Béatrice Álvarez. Toute la communauté, merci beaucoup de nous accompagner. Passons à un autre sujet, allons à un autre thème important. La stabilité mondiale était en jeu face à un autre réseau. Sécu, ils sont vraiment coriaces. Les hackers ont renforcé la sécurité et ont découvert qu'il y avait plein de groupes. Ils faisaient et défaisaient les choses. Ils ont réussi à démanteler un autre réseau de hackers qui, d'ailleurs, affectait aussi ici. En Amérique latine, au Mexique, en Argentine, dans plusieurs pays. Ils étaient aussi, en train d'attaquer, disons, ces groupes. Ce groupe en particulier a réussi à démanteler, selon ce qu'ils disent, l'un des plus grands ennemis numériques, un groupe appelé Danabot, qui avait une opération mondiale. Selon les rapports, ils ont réussi lors de cette opération internationale, d'ailleurs dirigée par le département de la justice des États-Unis, le FBI. Le Pentagone lui-même était impliqué dans l'opération. Mais attention ici, des agences internationales de nombreux pays
ont également participé. Une opération digne d'un film. D'après les rapports, ces cybercriminels utilisaient chez beaucoup de malware et menaient aussi des attaques ciblées. L'opération a bénéficié du soutien de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Australie. De grandes entreprises technologiques ont également participé car, évidemment, elles sont aussi concernées, n'est-ce pas? Amazon, PayPal, Scaler, Google lui-même, CrowdStrike, parmi d'autres grandes entreprises, étaient également là pour soutenir Danabot. Ce que faisait ce groupe de hackers, dans ce réseau de hackers, c'est qu'il s'étendait dans différentes parties du monde. Ils obtenaient des accès bancaires, c'est-à-dire qu'ils volaient les mots de passe pour entrer dans la banque et effectuer des opérations. Évidemment à leur avantage, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour te déposer de l'argent, mais évidemment ils volaient de l'argent. Ils volaient des crypto-monnaies, volaient des mots de passe et des accès bancaires, des portefeuilles ARA de crypto-monnaies, des fichiers privés, utilisés sur l'ingénierie sociale, des faux sites web, entre beaucoup d'autres méthodes. Danabot est vu comme un espion numérique discret, pouvant contrôler des appareils en temps réel et lancer des attaques déni de services d'après les experts de ESET. Les pays les plus touchés en Amérique latine sont le Pérou, l'Argentine et le Mexique, mais il y a d'autres pays qui ont également été affectés. On sait que ce groupe de hackers frappe en Amérique latine depuis 2018. Ça fait déjà un moment, ça fait 7 ou 8 ans qu'ils s'en prennent à ces pays, qui sont les plus touchés en Europe, la Pologne, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Aussi en bien, ces malwares se propageaient généralement par le biais de publicités malveillantes sur des sites web frauduleux proposant des logiciels gratuits, et c'est là qu'ils intervenaient, mentionnement. Les experts conseillent de protéger ces systèmes en les maintenant à jour, en utilisant un antivirus et en évitant les téléchargements de sources non officielles. La coopération entre autorités et entreprises privées a été essentielle. Pour démanteler ce réseau, selon les utilisateurs, ils disent qu'il faut faire particulièrement attention aux courriels suspects, aux messages trompeurs, aux publicités peu fiables sur Internet, etc. C'est un peu ce qui se passe. L'infrastructure Danabot a été complètement démantelée, affectant des centaines de cybercriminels qui utilisaient différents outils sur Internet pour faire suspecter leurs intentions. Disons non. Le problème avec cela, et maintenant ils font différemment, c'est qu'ils détruisent une cellule, mais il y en avait encore 20 autres, et ainsi c'était impossible. Elles réapparaissaient encore et encore, sans cesse. Ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'est d'opérer de manière globale. Différents pays s'accordent, ils s'échangent des informations et, en même temps, en l'espace de quelques jours, ils opèrent et démantèlent tout le réseau au complet. C'est un travail de plusieurs années pour pouvoir atteindre ce niveau et démanteler ce type de réseau, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça fait un réseau de moins, non? C'est incroyable ce qui s'est passé, la communauté internationale a frappé fort la cybercriminalité. C'est difficile, mais pas impossible, de ne pas faire ce genre de choses. Je ne sais pas si à un moment donné on pourrait faire quelque chose comme ça. Comme la police internationale est à Interpol, non? Ils ont une section cybersécurité. Mais si Interpol a peu de budget, faire de la cybersécurité à l'échelle mondiale semble difficile. Parce qu'ils sont vraiment impressionnants, c'est-à-dire le hacker, le groupe. Celui-ci peut vivre en Corée du Nord, comme ça arrive. Mais ils opèrent dans d'autres pays et n'ont jamais de problème légal. Si on leur fait tomber leur réseau dans un pays, ils partent et opèrent dans un autre pays. Ils cherchent toujours des pays avec un faible niveau de sécurité et avec des niveaux de revenus plus ou moins bons. Là où il y a des gens qui font des transactions, là où il y a des gens, alors c'est là qu'ils commencent à essayer d'opérer. C'est incroyable et très intéressant. Passons à d'autres sujets importants. Une nouvelle protestation éclate à nouveau à Cuba.
Ils en ont assez des abus, disent-ils. Les habitants de Valamos sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Cela à cause de l'inaction de la dictature face à la crise énergétique, qui, existe depuis des années, mais elle s'est énormément aggravée au cours de la dernière année. Énormément. Grâce au fait qu'il y a désormais plus de connectivité. Depuis quelques années, nous recevons ici beaucoup de commentaires de Cuba et on nous parle de ce problème, n'est-ce pas ? Que les coupures de courant dépassent maintenant les 20 heures par jour, c'est-à-dire, comme on dit, ce sont déjà des allumages, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, quand il y a de la lumière, tout le monde est content, mais la panne revient et c'est comme ça la plupart du temps. L'épicentre de la manifestation était à Valamos, une ville qui, ces derniers temps, est très en colère à cause de toute cette situation. La situation. Le problème, c'est que c'est la réalité qu'on vit. On peut dire qu'il s'agit d'une série de coupures de courant, surtout depuis 2025, même si 2024 a aussi été très difficile concernant les coupures. Et même si les protestations sont souvent étouffées. Nous voyons cela, regardez ces images, voyons si on peut les voir. Depuis différents comptes Twitter, des Cubains publient et demandent, s'il vous plaît, tout pardon, de partager ce qui se passe sur différents réseaux. Ils disaient déjà dans ce reportage. Lors de cette manifestation, cela fait 36 heures sans électricité. La situation est vraiment difficile, surtout en ce moment avec la chaleur qu'il fait dans de nombreuses régions de Cuba et des Caraïbes en général. Passons à d'autres sujets également importants. Passons aux commentaires, nous reviendrons bientôt sur l'actualité mondiale. Merci de nous accompagner ce week-end. Nous sommes donc en direct tous les jours avec plus ou moins 3 à 4 diffusions, parfois 2. Ça dépend aussi de l'actualité, n'est-ce pas ? Le soir à 8h30, nous sommes en direct, Astrio tous les jours, 8h30, nous sommes là. Oui, on essaye d'être là à 8h30. Regardez, vous nous voyez ici, vous nous voyez sur la chaîne. Nous sommes là, voilà, je suis là, à 8h30. Ça apparaît sur la page principale de la chaîne. Regardez, en fait, nous sommes là en ce moment. C'est diffusé en direct, non ? Donc, vous nous trouvez là. Il n'y a pas d'erreur. Si vous entrez sur la chaîne, vous allez nous voir ici. Tous les directs sont numérotés. Si vous faites attention, donc si jamais vous voulez vous rappeler, j'ai dit le direct. Un tel a déjà un numéro, ça aide à le retrouver rapidement, ou alors ils disent « tu sais quoi ?» Je les regarde tous, mais j'ai raté le 83 ou un autre. Eux, ils y vont et le voient parfaitement. Non ? Donc ça aussi, il faut leur dire, n'est-ce pas ? Surtout pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne connaissent pas très bien la chaîne. Salut Varitas, toujours en forme. Salut l'Argentine, comment ça va ? Enfin, je voulais vous dire que ici, ces derniers jours, on a eu une chaleur terrible, mais pas pendant les 3 derniers jours. Ces derniers jours ont été très agréables. Il a fait 31 degrés. Et donc on est content, non ? Il ne pleut pas. En fait, officiellement, il a déjà été confirmé dans ce pays que la saison des pluies a commencé. N'est-ce pas ? C'est super, ça manquait, dit Eddie dans la roue animale. Les humains sont les animaux les plus dangereux et destructeurs. Une souris ou un cafard ne piège jamais un autre de son espèce. Un cafard reste un cafard. Ou comme une chose. Tu sais, Eddie a raison et je suis d'accord avec toi. Mais j'ai aussi aimé l'autre jour quand quelqu'un nous a parlé d'un essai d'Ortega y Gasset, datant de 1800 et quelques. Et tu sais quoi, je l'ai trouvé en PDF et je l'ai lu. Et c'est vraiment bien.
parce qu'il parle de la différence entre l'être humain et l'animal, et il en parle d'une manière très optimiste. C'est intéressant que parfois, oui, on voit le côté négatif, et c'est pour ça que je te dis que je te donne raison, mais il faut aussi voir le côté positif de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et je n'ai pas vu plusieurs points. Qu'est-ce que cet auteur commente ? Je vous avais résumé cela ici, au cas où le sujet reviendrait. Permettez-moi de vérifier si je l'ai dans mes documents. De laisser quelques points. Mais bon, non. Voyons voir. Je ne l'ai pas mal écrit, mais je ne le trouve pas, ou peut-être que je ne l'ai pas enregistré, peut-être que ça s'enregistre automatiquement, non ? C'est Ortega y Gasset, enfin Ortega. Tu es là ? Et c'est là ? Ah, c'est à cause des deux S. Peut-être que je l'écris mal. Non, mais je ne le trouve pas, regarde. Je ne l'ai pas enregistré en bas. C'est vrai. Ça se peut, oui, ça peut être Chihuahua. Oui, enfin, c'est que... Attends, il dit. Si je ne le vois pas, regarde, je ne le vois pas. C'est bien, père, parce qu'il parle. Que l'être humain, fondamentalement, n'est pas adapté à la nature. Par nature, nous ne sommes pas adaptés à la nature. Enfin, l'être humain. C'est ça la grande différence, non ? C'est que nous ne pouvons pas nous adapter à la nature en tant que telle. C'est-à-dire, oui, tu peux survivre, ou un peu, mais l'être humain est conçu, il est fait, disons, pour réaménager une zone. Et donc pouvoir vivre là-bas, n'est-ce pas ? Mais même si tu es nomade, supposons-le, ce n'est pas que ce sont les nomades. Et étaient-ils bien adaptés ? Oui, ils étaient adaptés, mais à chaque arrivée, ils devaient réadapter la zone. Même avec ces petits cônes, comme le faisaient sans les peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui mettaient ces sortes de petits cônes. Mais avec les mêmes vêtements, les mêmes armes, etc. C'est-à-dire, nous ne fonctionnons pas bien sans ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, nous ne fonctionnons pas à 100% comme ça. Alors, je parlais un peu du côté positif et négatif de tout ça, et c'était très beau. C'est un essai destiné à la réflexion. Voyons si la personne qui me l'a conseillé me le recommande encore. À commenter. Je le chercherai plus tard, il doit être quelque part. Le fichier PDF est très intéressant, il dit salutations, il dit Géraud, bon après-midi, quoi de neuf ? Tu as évoqué la souris avec le champignon seulement le soir. Voilà. Si on va le faire, mais seulement le soir. Comme ça, tu es aussi tranquille. Et voilà. On en a parlé, ce que tu trouves et ce que je trouve. Ensuite, on assemble tout et on rédige un rapport. Enfin, j'espère. Intéressant. Et ce qui se passe avec ce champignon, qui apparaît, dans l'Utah et à plusieurs endroits. Au Mexique, il y a aussi des alertes à cause de cette situation. Des super champignons, n'est-ce pas ? Qui ne sont pas éliminés par les antibiotiques et qui, soudainement, posent d'abord des problèmes. Alors, on en parlera ce soir, avec grand plaisir ? Bon, pas vraiment avec plaisir, parce que tout ça est vraiment flippant. Mais oui, on va en parler, évidemment, non ? Alors il dit « Comment ça va, Carlos Pérez ? Très bien, Marino, comment tu vas ?»« Salutations, il dit. Les champignons m'ont guidé, il dit que ils sont très intéressants. »« Comment ? » Celui-ci ? Tu te poses des questions. Qui est-ce qui domine vraiment la planète, n'est-ce pas ? Parce que apparemment c'est nous, mais peut-être que ce sont les champignons qui, en réalité, dominent la planète. Sans avoir à faire autant de bruit. Ceux-là, les champignons, il dit, ceux-là sont éliminés directement. Il dit aliens, il dit Wakonyu. Salutations, dit Leonardo, jusqu'en Argentine. Salutations, comment vas-tu ? Il dit. Qu'est-il arrivé avec la grippe aviaire ? Il dit, tout va bien ? Merci, Leonardo. C'est là, non ? Ça progresse, ça continue, ces souches, n'est-ce pas, qui continuent d'apparaître. Il n'y a pas, d'alerte nouvelle que j'ai vue, à part celle du Brésil qui est terrible à cause de ce qu'ils ont subi. Cela va nous toucher car de nombreuses régions du monde seront affectées par les prix des œufs et du poulet, n'est-ce pas ? Ça aussi. Merci beaucoup, Wilbert, comment vas-tu ? Salutations jusqu'au Costa Rica, merci beaucoup pour ton soutien. Au fait, nous remercions beaucoup la communauté qui contribue à la chaîne.
Que ce soit à travers les adhésions ou à travers les super chats, tout cela aide énormément la chaîne. Et ça, nous l'apprécions vraiment, n'est-ce pas? Comme son nom l'indique, la chaîne se consacre principalement aux diffusions. Non, c'est une chaîne où certes nous avons aussi des reportages courts, des shorts, etc. Les courtes vidéos sont notre principal atout. Eh bien, l'offre principale d'information, pour ainsi dire, ce sont les directs. Non. Et pour ceux qui sont nouveaux, eh bien, sachez-le. Chaque jour, dans toutes les émissions, sauf imprévu, il y en a toujours. Un moment de commentaire, toujours un moment d'échange. On ne la prolonge pas trop à 7 heures, le soir, si on traîne, ça peut durer aussi longtemps. Tout le rapport, tous les commentaires, et on en arrive à penser à un moment donné que peut-être... Eh bien, cette partie n'était pas intéressante, n'est-ce pas? Alors, on a commencé à la couper, il y a environ 2 ans, plus ou moins. On a commencé à couper les commentaires et il y a eu plein de plaintes le même jour, du genre « Où sont passés les commentaires ?» Il s'avère que beaucoup de gens écoutent les commentaires, en fait, apparemment, la plupart les écoutent tous. Je me suis dit que c'était chouette, car cela montre que les gens s'intéressent aussi aux commentaires et réactions de la communauté. C'est vraiment génial, ça m'a beaucoup plu, Pépé. Qu'est-ce que tu sais sur le manga japonais? Qu'est-ce qu'il dit à propos d'un tsunami au Japon? 5 juillet manga. Ah, donc une manche. Je ne pensais pas aux mangas, aux animés et tout ça. D'accord, je ne l'ai pas vu, tu ne sais pas de quel manga il s'agit. Demandez ici à mon expert, le manga, pas à mon fils. Celui-ci, l'aîné l'aime bien, non? Et le plus jeune aussi, on dirait, mais ils adorent tout cet univers. Alors, tout à l'heure, je vais lui demander s'il connaît ce manga, si le petit le connaît. Comment tu vas? Très bonjour, salutations. Jean Lapin, il dit que nous en avons deux. D'une part, les pieuvres comme macro-organismes, les champignons comme micro. Entre les deux, nous débattons de l'existence. Il salue Lapin, il salue Édouard. Les directs sont le plus intéressant, affirme Édouard. Merci Édouard, salutations, répond Perle, créatrice du manga. Il l'a frappé plusieurs fois, je ne serai pas au Japon à ce moment-là, tant mieux. Salutations, Perle. C'est-à-dire, il a déjà deviné 2-3 choses, d'accord? Karim, comment vas-tu? Demande Pépé. En Argentine, des inondations ont tué 600 poulets, ce qui impacte l'agriculture, explique Karim. Salut Karim, je vais vérifier ça. J'ai vu ce qui s'est passé avec les tempêtes qu'ils ont eues. Je ne savais pas que le problème des inondations avait continué. C'est 500 000 poulets car 600 me paraissait vraiment trop peu. Il dit que 600 ça n'affecte pas, non. Mais 500 000 là, ça a un impact. Comment ça ne l'aurait pas, n'est-ce pas? Eh bien, un demi-million de poulets, c'est beaucoup. Je vais vérifier l'autre pour voir comment vont ces données, comment va cette mise à jour. Bon, vous savez quoi, on va le vérifier tout de suite dans la prochaine diffusion, dans quelques minutes. C'est bon, je crois que c'est déjà partagé et tout. Alors, on passe à ce sujet. Il y a une série de rapports est déjà prête, alors allons-y directement, non? Allons-y et on se retrouve dans quelques minutes. Préparez-vous un café, un soda, quelque chose. Et on continue à discuter tout de suite après. Un grand salut, à dans quelques minutes.